nous allons, partant de cette élévation, nous allons zoomer sur un cas d'école, puisqu'il sera question de territoire. Et nous allons discuter de cela, puisque parmi les projets enclenchés depuis quelques années et qui aujourd'hui il est fait état d'un ralentissement ou d'une non-exécution parfaite, il y a celui de la mise en œuvre du plan de régionalisation. Alors on va en parler, il y a des choses qui sont en cours, des choses qui sont réalisées, il y a des attentes de part et d'autre. Et pour évoquer cela, je vais demander à 5 invités de marque qui vont me rejoindre. D'abord, nous sommes à Casablanca, donc je vais demander à Sim Mustafa Bakouri, président de la région de Casablanca-Stade, de me rejoindre. Mettre là. Ensuite, nous allons partir vers l'oriental, puisque nous avons Sinourdine Bachiri, président de CGEM Oriental. Merci d'être là. Une institution importante à Rabat et qui mène des études dont on va parler, le Conseil économique, social et environnemental, c'est Nizar Baraka. Bien entendu, je n'évoquerai pas sa responsabilité politique. Une autre institution qui investit, qui agit dans l'ensemble des territoires, la CDG. J'appelle Si Abdeltif Zernoun pour nous rejoindre. Et enfin, une personne qui connaît bien Casablanca, qui a laissé sa trace et qu'on a du plaisir aussi à recevoir à chaque fois et qui est aujourd'hui en charge d'une structure qui est transversale, la Direction générale des collectivités locales, c'est Khalid Safir. Alors avec nos invités, il sera question générique. Avec nos invités, il sera question de construire ensemble le modèle de développement de demain. Et nous l'approchons avec un principe de bottom-up. On va aller des territoires et nous remonterons tout à l'heure, puisque nous aurons le plaisir tout à l'heure de recevoir dans la deuxième séance Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Investissement et de l'Économie numérique, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, sa première sortie. Et enfin, nous allons avoir le plaisir de recevoir monsieur le chef du gouvernement. Je pense que nous pourrons passer à un niveau plus central et transversal. Maintenant, parlons de ce modèle de développement et bien entendu, je vais démarrer, puisque nous sommes à Casablanca, par Sibakouri. Alors, première question, Sibakouri, vous gérez une grosse enveloppe si on cumule en même temps la région et en même temps le fait que vous êtes aussi président de Mazen. Première question, comment faites-vous pour gérer les deux, qui sont deux gros mastodontes? Est-ce possible? On l'a déjà fait. J'ai 2 réponses. J'ai la première qui consiste à prendre du temps pour réfléchir à la seconde. Et après, j'ai la réponse. En général, je donne comme réponse à ceux que je connais. Je travaille dans l'une jusqu'au coucher du soleil et dans l'autre après. Non, plus sérieusement, évidemment, ce n'est pas toujours évident. Il faut parfois devoir concilier des contraintes, et en particulier les contraintes d'agenda, qui sont dans notre pays peut-être plus délicates que dans d'autres. Et donc, il y a des périodes difficiles. Globalement, ça s'ajuste, mais il y a des périodes difficiles, des tensions. Ce que j'essaye de faire, c'est de faire comme si je n'avais que l'une à chaque fois que je suis... Donc, je travaille avec une logique de résultat, en fait. Et souvent, on est obligé de prendre sur soi pour préserver ce résultat. Et globalement, le résultat est positif, mais je pense que je pense pas que ce soit tenable pour tout à très long terme. Alors, pour vous rassurer.
Alors une question rapide, quelle est celle qui vous donne le plus de plaisir aujourd'hui? Non, les plaisirs existent partout. D'accord. Et les plaisirs, on se les donne et ils ne sont jamais là en train de vous attendre. Les plaisirs, on se les donne par rapport au plaisir que vous avez à travailler avec d'autres personnes, par rapport à des résultats justement que vous avez voulu atteindre et que vous arrivez finalement à atteindre malgré les difficultés. Et ça, il y en a partout. Et je pense qu'on peut les trouver dans toutes les responsabilités. Autrement, je me pose des questions, pourquoi on prend des responsabilités? J'allais vous poser une question, mais je vais peut-être aller vers Sénézar, puisque lui aussi est concerné, et je le voyais sourire. Comment on concilie deux hautes responsabilités sur le plan opérationnel? Vous dirigez un parti, vous en êtes le secrétaire général, vous êtes en même temps au Conseil économique et social. Est-ce que c'est tenable aussi? Très franchement, en fait, comme le disait Mustapha, c'est une question d'implication personnelle et une question de vision et de partage. En fait, il faut savoir que dans le cadre du Conseil, c'est un travail de groupe. Donc, c'est une instance qui tourne avec les différentes commissions, avec les différents représentants des différentes catégories et surtout, en fait, un véritable esprit du Conseil qui nous permet de dépasser nos différentes casquettes respectives pour pouvoir penser le long terme, comme le disait mon ami Ibn Khlouf, et nous inscrire dans une logique du discours vrai pour l'intérêt du pays. Et au niveau du parti politique, c'est aussi un travail de groupe avec un certain nombre avec une vision pour la société, avec une envie de changer les choses et surtout une envie d'agir ensemble. Bien, alors c'est Bakouri, pour continuer sur le propos. Il est question aujourd'hui d'une réflexion pour un nouveau modèle de développement et avec une accélération encore plus accentuée au niveau des régions, puisqu'il intègre cet aspect régional. Est-ce qu'il y a une réflexion dans votre région, en collaboration avec les autres régions, pour évoquer ce projet de développement national décliné au niveau régional? D'abord, par rapport à cette question de nouveaux modèles de développement, je crois que nous aurions intérêt à réfléchir collectivement sur deux questions préalables. C'est quoi un modèle de développement? Deuxièmement, est-ce qu'on en avait un jusque-là? Donc, est-ce qu'il s'agit de changer de modèle de développement ou d'adopter un modèle de développement? Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de ces deux questions et je ne pense pas que vous vous attendez de moi que je dois répondre, même si je peux donner des réponses, si le temps... maintenant, par rapport à la problématique de développement que nous avons à traiter, le choix de la régionalisation fait partie des orientations que nous avons collectivement adoptées lors de la dernière réforme constitutionnelle, et ça fait suite à plusieurs étapes sur les 20 dernières années, et en particulier depuis l'intronisation de Sa Majesté, où cette question de décentralisation de manière plus large a été évoquée dans pas moins de 10 discours, et je crois que c'est aussi un sujet que dans différentes sphères a été identifié comme un levier potentiel. Aujourd'hui, nous y sommes. Ce chantier est ouvert, et évidemment, le développement est au cœur disons, des indicateurs de notre succès de ce chantier. La régionalisation réussira si elle contribue de manière visible aux dynamiques de développement. Sinon, elle n'aura pas servi à grand-chose parce que la régionalisation au Maroc n'est pas comme dans un certain nombre de pays. Et par rapport à ça, nous avions à faire l'exercice des plans PDR au niveau des régions. Et là, nous avions, au niveau de notre région, à réfléchir. Qu'est-ce que réussir ce PDR voudra dire? Et nous sommes partis donc finalement, nous avions commencé à réfléchir à ces problématiques de développement. Et pour ça, nous avions adopté des postures. La première, c'est que travailler sur un PDR d'une région, donc d'un territoire régional, n'est pas élaborer un plan d'action pour le Conseil régional. Donc ça, c'était une évidence pour nous, bien que la question ne le soit pas forcément d'entrée de jeu. Donc ça doit être un ensemble, d'abord une vision, et un ensemble d'actions qui doivent fédérer les acteurs concernés par le développement de ce territoire, qui sont dans le territoire
et à l'extérieur du territoire au niveau national. Et c'est à partir de là que nous pouvions travailler et travailler sur cette ambition commune. Et dans cette ambition commune, le premier point de départ, c'est de travailler sur deux axes. Le premier, c'est d'identifier les ressources, les potentialités de cette région sur lesquelles on peut bâtir une ambition, et les carences par rapport à une vision qui serait partagée. Et là, nous sommes forcément dans une dimension aussi politique. Parce que c'est bien d'imaginer un modèle, mais après, il y a des choix à faire, et là, nous sommes sur une logique. Quand je parle, par exemple, de mettre comme priorité la réduction des disparités dans ma région, au niveau territorial, je suis en train de faire de la politique. Donc c'est un projet politique aussi que peut-être d'autres ne choisiraient pas de cette manière-là. Donc c'est avec donc toutes ces questions ont été prises en compte dans l'élaboration de ce PDR, qui a franchi un certain nombre d'étapes et qui a commencé à être opérationnalisé à certains égards, mais qui est aussi tributaire de la dynamique d'ensemble à l'échelle du pays au niveau de ce grand chantier. Merci, Sibakouri. Je vais m'adresser maintenant à Sinourdine Bachiri. Des PDR ont été élaborés dans les régions. Vous nous parlerez bien entendu de celui de l'Oriental. Alors, deux questions. Est-ce que ces PDR tiennent compte des spécificités de chaque région ou étions-nous dans une logique de vœux qui font que chaque région a envie de tout faire, d'être leader, d'être engagé dans tous les secteurs, d'être dans l'aéronautique, d'être aussi dans l'agro-industrie, d'être aussi dans le portuaire lorsqu'elle est sur le littoral? Et deuxième question importante, est-ce que, par exemple, pour l'Oriental, les opérateurs économiques, à savoir représentés par notamment la CGEM sur place avec l'Union régionale, ont été impliqués, concernés, ont-ils émis leurs projets, leurs idées, et lorsqu'ils ont lu ce PDR, ont-ils retrouvé l'essentiel de leur réflexion, de leurs ambitions? Merci. Honorable assistance, merci de nous avoir donné l'occasion de parler au niveau de la CGM des régions. Comme disait Bakouri, chaque région a une spécificité. Donc, le Maroc oriental, comme vous le savez, est une région assez lointaine, mais bon, avec une infrastructure qui a été faite grâce à l'initiative royale en 2003. Certes, de grandes avancées ont été réalisées au niveau des ports, des aéroports, des autoroutes, mais malheureusement, on ne voit pas le fruit de ces investissements. Il y a plus de 90 milliards de dirhams qui ont été investis depuis 2003 et on ne voit pas le fruit de ces investissements. Il y a des zones industrielles qui sont vierges, dont celle d'Oujda, celle de Berkane, celle de Nador. Il y a le facteur aussi éloignement, mais bon, vous savez, la région, c'est une fatalité, on n'a pas choisi d'y être, mais on se doit d'exister par ces régions. Et je dirais que l'amour d'une région, c'est respecter et valoriser ce qu'elle nous a donné. Donc c'est vrai, nous, en tant qu'industriels, on travaille, on souffre, mais on ne va pas s'amuser à déserter ces régions parce que ça crée un déséquilibre au niveau du Maroc. Et Dieu sait qu'il y a un déséquilibre régional. On voit une croissance au niveau de l'axe Tanger-Casablanca et je pense que c'est le grand danger du Maroc. Si nous, en tant qu'industriels, on s'amusait à quitter nos territoires, il y aura un exode rural et des villes comme Casablanca ou Rabat, je suis sûr et certain qu'elles seraient ruralisées rapidement. Je voudrais faire une proposition à l'instar de ce qu'il avait fait M. Mzouar en 2005, les plans de développement, le Maroc émergence. On souhaiterait faire un plan de développement régional. Voilà. Merci. Donc, si je comprends bien, vous avez vu fleurir des infrastructures, vous avez eu l'autoroute qui est arrivée jusqu'à l'Oriental, mais ça ne suffit pas. Est-ce que ça veut dire que ça n'a pas déclenché de processus de création d'emplois? Est-ce que vous parlez de zones industrielles qui sont vides? Ça veut dire qu'il y a eu un choix de départ
qui n'était pas forcément le bon en termes d'implantation, en termes de critères d'attractivité, etc. C'est bien cela. C'est bien ça. Il y a aussi le problème du surcoût. Imaginez que quand vous avez une industrie qui est à Berkane ou à Oujda ou à Nador, les intrants arrivent de Casablanca ou par le port de Casablanca. On prépare ces produits à partir d'une usine qui est sur Berkane ou Nador et soit si on est dans le domaine de l'export, on exporte à partir du port de Tanger parce que celui de Nador il n'est pas encore opérationnel. Et au niveau du territoire national, on est éloigné. Donc il y a le facteur coût entre les grandes villes et les régions qui sont éloignées comme la nôtre. Merci Sébastien pour ce regard pointu sur la réalité d'une région de l'Oriental. Je suis persuadé que si on élargissait la réflexion, on aurait d'autres éléments avec l'ensemble des autres régions. Alors, je vais passer à Sinizar Baraka, parce que le Conseil économique et social le Conseil économique, social et environnemental a une bonne image en termes de production d'études. Et en ayant un regard rapide sur ce qui a été produit, des études sur la jeunesse, sur la femme, sur les zones rurales, sur les services délégués, sur l'investissement public, sur les dérogations, le capital immatériel, le nouveau modèle de développement, en tout cas pour les provinces du Sud, donc, et je ne citerai pas les autres. Mais et quand on fait référence aux remarques et aux alarmes, aux alertes qui ont été mentionnées, eh bien, on peut pratiquement établir un rapport, c'est-à-dire que vous avez relevé un certain nombre, je dirais, de dysfonctionnements, vous avez apporté un certain nombre d'observations, de pistes de solutions, et pourtant, nous avons toujours les mêmes alarmes. Est-ce que ça n'est pas lu? Est-ce que ça n'est pas pris en compte? Est-ce que ce n'est pas exécuté? Y a-t-il une solution à cela, bien entendu? Merci pour cette question. En fait, comme vous dites, le Conseil a eu la chance de travailler sur des sujets très importants. Et il faut dire que les thématiques que nous avons traitées, en fait, sont venues sous forme de saisine ou d'autosaisine. Alors, saisine de la part du chef du gouvernement ou du Parlement, ou d'autosaisine, c'est-à-dire ces décisions que nous avons décidé de travailler sur un certain nombre de thématiques qui nous paraissaient essentielles pour le pays. Et puis, comme vous le savez, donc annuellement, nous faisons un rapport qui est soumis au souverain sur la situation économique, sociale et environnementale du pays, avec un focus, et cette année, on a traité de la problématique des inégalités au niveau du pays. Et puis, comme vous avez dit, il y a eu un certain nombre de thématiques qui ont été traitées sur impulsion du souverain. Et l'une des thématiques majeures en fait, qu'on a eu à traiter, c'est le modèle de développement pour les provinces du Sud. Je vais m'attarder un peu, si vous permettez, sur ce thème, puisqu'il montre véritablement l'apport en fait, du Conseil et surtout, en fait, ça peut contredire ce que vous avez dit en termes d'image concernant aux études qui sont faites par le Conseil. C'est un rapport en fait, qui a été établi et qui, en tant que modèle de développement pour les provinces du Sud, qui a été enrichi et mis en œuvre, et le souverain a lancé cela en 2015. Et aujourd'hui, on peut dire que nous sommes à près de 50% de réalisation du programme qui a été établi pour le développement des provinces du Sud. La particularité, et c'est quelque chose qui peut être utile par rapport aux autres régions, d'abord, c'est un modèle qui a été établi sur la base d'un diagnostic qui a été élaboré en concertation avec les partenaires sociaux, économiques et de la société civile, qui y ont participé, qui ont donné en fait en toute franchise leur évaluation de la situation et qui ont validé ce diagnostic qui est parti de la logique des droits humains donc, qui a été établi dans la Constitution. Deuxièmement, ce modèle a permis de traduire les ambitions de ces populations et les ambitions je dirais donc, des forces vives de ces régions, qu'ils soient opérateurs économiques, syndicats ou sociétés civiles et élus. Et enfin c'est un modèle qui intègre, qui est parti des spécificités de ces régions pour pouvoir voir l'économique, le social, l'environnemental et le culturel. Pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, grâce à ce modèle, ce travail qui a été fait,
D'abord, ça a été les premiers contrats programmes État-région qui ont été mis en place. Pour l'instant, les autres régions n'ont pas encore, je dirais, traduit leurs plans de développement régionaux en contrat programme avec le gouvernement. Et donc, c'est ce qui permet sa réalisation avec l'impulsion royale. Deuxièmement, le rêve qui a été annoncé par un certain nombre de citoyens au niveau des provinces du Sud est en train de se concrétiser. La transformation du phosphate en engrais, ça devient une réalité. Une faculté de médecine avec un CHU à l'Aïeul, c'est une réalité. Donc c'est autant de crédibilité et de confiance qu'on est en train de créer grâce à ce travail. Troisièmement, pour conclure, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi cette interaction importante. Comment faire en sorte à ce que les ressources naturelles soient préservées et surtout les ressources en eau, puisque l'essentiel de ces projets s'inscrit dans une logique de désalinisation de l'eau pour pouvoir assurer la pérennité. Alors, tout ça pour dire que les projets et les rapports du Conseil sont lus, sont écoutés et sont mis en œuvre selon, évidemment, le niveau d'implication du ministre concerné et bien sûr, le niveau d'implication du gouvernement et du Parlement. Un indicateur, 37% de nos recommandations sont retenues dans le cadre du Parlement concernant les différents amendements qui sont faits. Merci Sénézar. À côté de vous, un investisseur, la plus grande institution financière marocaine, très présent dans les régions, très présent dans les territoires, qui a plusieurs positionnements. Est-ce que lorsqu'on est, on a à prendre des décisions, à investir sur des montants extrêmement importants, est-ce qu'on intègre la notion de modèle de développement, la notion de mise en œuvre d'une stratégie régionale, tout en préservant les éléments de prudence qui vous incombent? Et est-ce que donc vous-même, dans votre institution, vous menez des réflexions, vous menez des études pour participer, contribuer à ce modèle de développement, celui du futur, mais aussi à la stratégie de régionalisation en interaction avec les acteurs? Merci. Tout d'abord, je veux rappeler que l'économie marocaine s'est modernisée d'une façon considérable durant ces 20 dernières années, sous l'effet de deux processus. D'une part, le choix du Maroc de s'ouvrir sur le monde extérieur. Comme vous le savez, le Maroc a conclu une série d'accords de libre-échange à l'échelle bilatérale ou à l'échelle multilatérale. Ces accords ont favorisé les échanges dans les deux sens, mais surtout sous l'effet de la mondialisation aussi, ça a permis à un certain nombre d'entreprises de délocaliser leur activité au niveau du Maroc. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, la mondialisation veut à ce que chaque entreprise puisse produire, délocaliser son activité là où elle peut produire au moindre coût, avec la qualité et les délais requis. Ceci d'une part. D'autre part, il y a le lancement d'une série de grands projets d'infrastructures structurants dans différentes régions et qui ont justement permis d'accueillir ces investisseurs et de leur créer un climat et des conditions favorables pour réaliser leur business. Néanmoins, le modèle économique de développement montre des signes d'essoufflement, étant donné que la croissance, il y a un ralentissement dans la croissance constaté dans ces dernières années, mais également s'avère que le nombre d'emplois créés est insuffisant par rapport au nombre de jeunes qui arrivent sur le marché de travail. Donc le Maroc doit bâtir un nouveau modèle de développement économique, créant plus de valeur ajoutée et générant plus d'emplois.
Alors, comment la CDG peut contribuer à l'émergence de ce nouveau modèle et comment elle a contribué dans le modèle, dans le développement jusqu'à présent? D'abord, je vais rappeler brièvement la mission de la CDG. En fait, il y a une double mission. Une mission qui consiste à collecter l'épargne réglementée, mais surtout à le rémunérer, à le sécuriser et à le pérenniser. Ça, c'est notre mission originelle et notre mission fondamentale. Une deuxième mission qui consiste à canaliser une partie de cette épargne pour financer des projets structurants et pour contribuer activement au développement économique et social de notre pays. Alors, durant les 10 dernières années, le groupe CDG investit à peu près 10 milliards de dirhams par an. Et il a joué un rôle important dans la mise en place d'un socle d'infrastructures de classe mondiale et qui ont justement permis l'émergence. Nous allons souhaiter la bienvenue à Sila Atmani, chef du gouvernement. Qui, malgré un handicap, puisqu'il a une cheville, il souffre d'un problème de cheville, a tenu à venir aujourd'hui. Merci. C'est Bakori, c'est Zernoun. Je vous en prie. Alors, je disais que notre groupe investit en moyenne 10 milliards de dirhams par an et dans des grands projets structurants dans différentes régions du royaume. Et donc, il a contribué activement à doter le Maroc d'une infrastructure de classe mondiale et qui a créé justement des conditions d'accès et des conditions d'accueil des investisseurs. Et elle intervient sous deux dimensions. D'abord en tant qu'aménageur, développeur. Comme vous le savez, et ça je vais répondre à une partie de votre question, le groupe CDG a contribué à l'émergence de nouvelles régions à travers l'aménagement des projets, notamment l'aménagement des zones d'activité économique, que ce soit des zones industrielles. Je reviendrai tout à l'heure sur la remarque de M. Bachiri concernant le fonctionnement des zones industrielles. Il y a également l'aménagement des agropoles. On a réalisé 12 zones industrielles à échelle nationale, 4 agropoles, des parcs offshoring, des pôles urbains, pour ne citer que le cas du pôle urbain de Casa Infa et la nouvelle ville de Znata, qui est en train de se développer sur 1800 hectares et qui va accueillir 300 000 habitants. Alors maintenant, le développement, les enjeux de développement évoluent et pour nous, on doit constamment questionner notre modèle pour s'assurer d'abord de sa pérennité dans le temps, mais également pour voir est-ce que nos choix stratégiques sont en ligne avec les enjeux économiques du Maroc. Et c'est pour ça que dans ce cas, nous avons élaboré une stratégie à l'horizon 2022 qui s'articule autour de 3 positionnements en ligne avec les 3 grands enjeux économiques de développement du Maroc, à savoir la nécessité de mise en place d'un nouveau modèle de développement qui créant plus de richesses, plus de valeur ajoutée, plus d'emplois et moins coûteux en investissement. Et également pour deuxième enjeu, elle est relative à la mise en place de la régionalisation avancée. Là aussi, je viendrai par la suite pour vous parler de la contribution de notre institution dans ce domaine. Et puis le troisième enjeu, c'est l'accompagnement de la transition énergétique pour contribuer à la réalisation des objectifs du Maroc, notamment en matière des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.
Très bien. Je voudrais juste rajouter une question par rapport à l'effet expérience. Tout à l'heure, Sibel Mkhlouf a parlé du tourisme. Je sais que vous avez été l'un des acteurs, peut-être vos prédécesseurs, mais peut-être aussi Bakouli à l'époque, dans l'engagement par rapport au secteur touristique. Des rapports qu'on a lus récemment font mention d'un retour sur investissement qui n'est pas forcément le même. Est-ce que dans les futurs projets, vous tenez compte, et très rapidement, vous tenez compte de ces expériences pour mieux orienter les investissements, pour peut-être mesurer un peu avec plus de modération les engagements et les emballements pour des investissements qui sont importants? Comme je le disais tout à l'heure, nous investissons à peu près 10 milliards de dirhams par an dans différents secteurs, notamment dans le secteur du tourisme. Nous sommes le premier investisseur dans le secteur du tourisme. Et nous sommes également, nous réalisons ces projets des fois dans des zones reculées où le privé ne peut pas investir. Et donc notre mission consiste essentiellement à créer des espaces et des zones qui favorisent l'attractivité des investisseurs, notamment les investisseurs privés. Alors, pour ne prendre que le cas de la station de Saïdia, une station qui est sur 500 hectares, aujourd'hui, l'effort de la CDG à travers ses filiales a permis l'émergence d'une station touristique équipée de 5 hôtels de luxe avec toutes les activités d'animation nécessaires. Et on est en train d'investir actuellement à peu près 2 milliards de dirhams. Mais notre mission va se limiter à l'émergence de cette destination. C'est au privé de prendre par la suite le relais. Et bien sûr, nous sommes tout à fait disposés à accompagner les investisseurs qui souhaiteront investir dans cette station. Mais là aussi, les pouvoirs publics, les acteurs concernés doivent entreprendre les actions nécessaires pour accompagner cette station. Parce qu'en fait, la station, l'émergence d'une station, ce n'est pas uniquement la construction des hôtels et des espaces d'animation, mais c'est également la promotion de cette station en interne et à l'international, la création des espaces, des circuits touristiques, parce que le touriste, quand il vient, il ne va pas rester dans sa chambre pour regarder la mer, il faut qu'il découvre l'arrière-pays. Donc il faut mettre en place toute la logistique qu'il faut, justement. Et donc, il y a également l'aérien, il y a toute la connectivité, il y a tout un ensemble d'actions qui doivent être menées pour donner une impulsion à cette station. Je pense que c'est un excellent cas d'école et peut-être une opportunité pour les opérateurs privés intéressés par Saïdia, sous réserve que les conditions d'attractivité soient réunies, et chacun devant jouer son rôle dans l'aérien, dans le transport, dans la promotion, dans la facilitation à l'accès. Et un des acteurs qui pourrait probablement accompagner, c'est peut-être la Direction générale des collectivités locales. Alors, c'est Safir, lorsque vous avez été nommé à la tête de la Direction générale des collectivités locales, après avoir monté un projet à Casablanca, le plan de développement du Grand Casablanca, qui a été suivi de manière très, très précise par le souverain, tout le monde s'est dit, maintenant, la Direction des collectivités locales connaît très bien le terrain, connaît très bien les enjeux, et probablement que des choses vont se produire. Et j'avoue qu'aujourd'hui, il y a encore une opacité dans la compréhension du rôle de chacun. Quel rôle joue chacun dans les territoires, qui peut décider de quoi. Et si vous voulez, depuis 3 ans que le lancement de la régionalisation a été engagé, quel bilan fait-on à la Direction générale des collectivités locales? Quelles ont été les mesures d'accompagnement et comment allez-vous, vous aussi, contribuer à ce projet de développement et de régionalisation? Merci, Mustafa, pour cette question. Et donc, pour y répondre, je vais me permettre de revenir à quelques concepts avant de revenir à la question, pour parler de ce que c'est la régionalisation et de ce qu'elle n'est pas. La régionalisation, ce n'est pas des élections régionales, ce n'est pas des conseils élus au niveau des régions. La régionalisation,
est une nouvelle organisation du territoire, des territoires au niveau du royaume, avec plusieurs acteurs. C'est un choix stratégique sur la région comme territoire pertinent de l'action en développement économique et social intégré et durable et de territorialisation des politiques publiques. C'est ça la régionalisation avancée. Et pour la réussir, ce n'est pas le seul conseil régional qui est concerné. C'est plusieurs acteurs, j'en compterai 4. Le premier est d'abord le citoyen, avec tous les canaux de participation à travers les élections, la société civile, mais je ne vais pas m'attarder sur cette composante puisque ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Et les 3 autres acteurs sont les conseils régionaux, vu leur rôle prépondérant, mais l'État, et enfin, vous, les opérateurs économiques. Pour m'adapter un peu au contexte, nous sommes dans l'université de la CGEM, dans l'enceinte de cette prestigieuse grande école. Je vais adopter un langage plus business, donc, pour parler des 3 autres acteurs. Les conseils de région sont aujourd'hui créés depuis 3 ans et sont dans une situation de grandes start-up qui sont en train de croître à grande vitesse avec une croissance interne très très importante. Elles sont parties quasiment de scratch puisqu'elles sont en train de se staffer, de s'organiser, de gagner en compétences, de mettre en place leur business plan. Bien sûr, elles ont mis en place, elles ont fait leur choix stratégique, elles ont élaboré des plans de développement régionaux, les fameux PDR, mais qui ne sont pas encore transformés, comme l'a dit Sinizar, en contrat-programme. Donc c'est des business plans qui sont en cours de mise en place. Mais les choses vont très vite. Et il y a même aujourd'hui une volonté de croissance externe, puisqu'il y a toute une réflexion en cours d'aller partager avec les services de l'État un certain nombre d'attributions, d'aller exercer des attributions qui aujourd'hui sont exercées par les services de l'État de manière partenariale. Ça pour les conseils de région. Pour ce qui est du rôle de la DGCL pour l'accompagnement, nous avons un rôle, toujours dans le jargon business, un rôle d'incubateur, de business angel, d'accompagnateur, de facilitateur. Donc tout un travail a été fait avec un certain nombre de composantes gouvernementales pour finaliser l'arsenal juridique, chose faite depuis janvier 2018. C'est tout récent, hein, c'est tout ça, puisque la loi sur la régionalisation a été votée en l'été 2015 et elle avait donné au gouvernement 30 mois pour élaborer tous les textes, plus de 70 textes. Donc c'était tout un travail qui a été fait, qui est fini depuis janvier 2018. Donc un travail d'accompagnement, un travail de facilitateur, un travail aussi de mise en cohérence, puisque dans le modèle développement, le nouveau modèle de développement économique du Maroc, la territorialisation est une composante très importante. Donc tout faire pour que, à côté du moteur principal qu'est l'État, tous les moteurs auxiliaires que sont toutes ces collectivités territoriales, les 12 régions, mais aussi les 1500 communes, que tous ces moteurs fonctionnent en même temps et aillent dans la même direction pour vraiment tirer la croissance et le développement de notre pays. Je passe maintenant à l'État. L'État, lui aussi, est en pleine mutation et de réorganisation territoriale. C'est ce que demande Sa Majesté depuis plusieurs années, avec une demande très expresse lors de son dernier discours, pour adopter une charte de déconcentration d'ici la fin du mois d'octobre. Déconcentration, c'est, au fait, pour revenir au jargon du monde des affaires, c'est une filialisation. C'est l'État qui va créer des divisions régionales autonomes qui vont commencer à exercer par le principe de subsidiarité tout ce qui est action de développement. Les ministères, eux, se contentant plutôt de mission de holding, plus de stratégie, de vision, de suivi. Et je termine par le dernier acteur, donc vous, les acteurs économiques. Un rôle très important aussi est prévu dans la Constitution, qu'ils doivent jouer. Les territoires doivent être à l'écoute des acteurs économiques et des opérateurs économiques, mais ces opérateurs doivent eux-mêmes être acteurs du développement de leur région à travers leur participation. Aujourd'hui, au niveau des conseils de région, il est prévu une instance
de concertation entre les conseils régionaux et le monde des affaires. Mais il y a aussi, et c'est une réforme importante qui est en cours, celle des CRI, qui n'est pas seulement, là aussi, une affaire de modernisation de l'institution. C'est une nouvelle manière d'exercer, de faire le marketing territorial, mais aussi d'associer les opérateurs économiques dans les commissions régionales, puisque les organisations patronales, que sont la CGE, mais aussi les chambres de commerce, seront représentées dans ces commissions pour donner leur avis et pour influencer les décisions concernant le développement économique. Merci, Sir Khalid. Merci d'avoir d'abord adopté un langage de start-up, d'incubation, de process de rentabilité. Et je vais passer à Sir Bakouli pour lui dire, lorsqu'on vient avec ces concepts, qu'on a envie de les implémenter en région, il y a votre ambition en tant que président de région, il y a celle de vos partenaires qui ont un niveau de compréhension et de lecture du développement de la région et des engagements à prendre. Sauf qu'il faut gérer une situation aussi politique, il faut gérer des rapports de force. Si je prenais le cas de Casablanca où vous êtes, vous présidez, vous avez une majorité d'une couleur. Nous avons aussi un conseil communal qui a une autre couleur. Êtes-vous dans la même direction? Parfois oui, parfois non. Et il y a ce que Sir Khalid mentionnait, notamment cette notion de participation des jeunes, des femmes, des entreprises. Parfois, cette participation n'est pas totalement, je dirais, totalement active. Elle sert parfois d'alibi, elle permet de faire avancer les choses. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, l'entreprise qui est au cœur de la création d'emplois, qui est l'élément prioritaire en termes de définition de politique économique, va faire que l'on va dépasser ces blocages pour aller vers un consensus, et comment pouvoir y arriver? C'est une question massive, comme disait tout à l'heure Steven Makhlouf, et elle l'est parce qu'elle comporte en fait plusieurs questions. D'abord sur l'aspect politique, lié au fait que nous sommes l'émanation d'institutions politiques et que les instances... alors, je dois être franc, les choses, peut-être au début, peuvent être ambiguës, mais au bout de quelques mois de pratique, certains codes de fonctionnement s'installent parce qu'en fait, on réalise ce qu'est la réalité. Et la réalité dans les instances élues, dans les collectivités locales, est très différente de ce qu'il peut y avoir au niveau, par exemple, du Parlement, où la notion de position et de majorité a un sens qui est le sens commun. Au niveau des collectivités locales, en fait, les collectivités locales ne légifèrent pas. Elles décident et elles gèrent. Donc, en fait, on se met d'accord. Soit on est tous d'accord sur des actes de gestion, soit il y a une composante qui n'est pas tout à fait d'accord, et là, elle a la possibilité de proposer des déclinaisons différentes. Et ça, j'espère d'ailleurs que nous puissions creuser davantage la compréhension de ces différences. Ça rendra un grand bien au fonctionnement de nos institutions et évitera des blocages qui parfois ne sont pas vraiment justifiés si on met en face l'intérêt de ceux pour qui nous sommes là, c'est-à-dire le citoyen, et que nous soyons plutôt dans une démarche où celui qui est à la majorité, il prend l'initiative de proposer des actions, et en face, on a la possibilité de proposer mieux et ne pas attendre. Et évidemment, celui qui est à la majorité doit avoir l'intelligence C'est comme ça que nous fonctionnons. Et donc, je dois dire à cet égard, globalement, les choses se passent plutôt bien d'un point de vue institutionnel. Chacun est dans son rôle, et ce rôle est de plus en plus constructif. D'autant plus, et heureusement qu'on fonctionne comme ça, d'autant plus que les difficultés de cette implémentation, de cette construction, nous dépassent tous. Et on pourrait très bien rejeter la responsabilité sur d'autres, ça ne sert à rien. Je peux très bien, moi, dans mon cas, et ça serait très facile, de dire c'est la faute au gouvernement si on n'avance pas bien. Bonjour, monsieur le chef de gouvernement. Mais je sais que c'est pas, d'abord c'est pas vrai, et puis ça serait trop facile. Ça serait trop facile. Le sujet est plus compliqué que ça.
J'ai perdu les autres questions. Du coup, non, sur l'entreprise, sur les instances. Là aussi, nous sommes dans des constructions. Évidemment, nous avons prévu des choses dans les textes, nous les adoptons à minima. Et dans la pratique de tous les jours, il faut essayer de faire mieux. Parce qu'en fait, nous ressentons le besoin de cette concertation. Nous la faisons. Et il faut l'organiser. Les textes ont proposé des modes d'organisation. Je crois que nous devons aussi tirer les conséquences parce que, et ça je veux ouvrir une parenthèse, nous sommes en train de gérer une région, mais nous sommes en train de gérer les premiers pas de la régionalisation. Et ce n'est pas la même chose. Et donc nous devons avoir ça en tête. Et il faut que ce que nous faisons puisse servir à ce que la régionalisation réussisse. Certaines régions peuvent échouer, il faut réussir la régionalisation. C'est beaucoup plus important. Et j'aimerais que tous les acteurs concernés, que Cheikh Khalid a de manière très explicite rappelé, et ça en tête, nous avons un rôle dans ces premiers pas en particulier, qui sont déterminants pour la suite. Donc ces instances, elles ont besoin de mieux fonctionner, de renforcer, et ça c'est un apprentissage de part et d'autre. Le fait que les structures des collectivités locales ne soient pas encore en régime de croisière fait que ce qu'on veut bien faire n'est pas toujours faisable à la satisfaction de tout le monde. Donc il y a de la frustration partagée. Il faut passer outre cette frustration, ça demande de l'effort. J'ai dit dans une conférence récente, il y a 2 jours, il y a la semaine dernière, qu'aujourd'hui, pour réussir la régionalisation aussi, et on peut utiliser la fameuse expression, nous avons, s'il fallait faire un bilan, puisque nous sommes à 3 ans, la fameuse expression du verre à moitié plein et le verre à moitié vide, que si on veut réussir ce que nous avons à réussir, il faut s'occuper plus aujourd'hui du verre à moitié vide et ne plus se satisfaire du verre à moitié plein, d'autant plus qu'il y a débat. Est-ce que c'est à la moitié, est-ce que c'est 40%, est-ce que c'est 30%? Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une partie qui est vide et nous devrions s'en occuper davantage aujourd'hui. Merci, Sibakoli. Cela veut dire que dans cette démarche participative que vous évoquez et qui est mentionnée dans les textes, il y a une mention de... Nous avons adopté les instances. Nous avons les instances qui mentionnent... Il y a des réunions, ce n'est pas à la satisfaction de tout le monde. On pourrait faire plus, on pourrait faire mieux. D'accord. Il y a un comité mixte qui est mis en place entre le gouvernement et la CGM, à titre d'exemple. Sur le plan local, ça se traduirait par exemple un rapport dans les régions, entre l'union régionale et dans une plateforme avec la région. Et on va poser la question peut-être à Sibachiri qui a vécu cette expérience. Question directe, avez-vous participé à l'élaboration du plan de développement de la région de l'Oriental et avez-vous participé massivement? Avez-vous retrouvé dans le plan de développement les orientations que vous avez pu évoquer? Écoutez, c'est une très bonne question. Nous, la chance qu'on a eue, c'était qu'on est en bonne relation avec le conseil de la région, donc on est souvent ensemble. Et on a signé carrément un pacte avec la région, avec le président de région, pour pouvoir décider des actions à mener au niveau de notre région, parce que vous savez que le secteur privé, c'est le pilier d'une région. Sans les entreprises, il n'y a pas de région. Donc, on travaille d'arrache-pied à ce qu'on arrive à bien vendre notre région. Merci, Sibachiri. Je pense qu'on va demander à Cheikh Khalid, parce que c'est lui qui sollicite les plans de développement régionaux et communaux, on va lui demander aussi de demander le plan ou l'échange qu'il y a eu entre le secteur privé et les régions pour valider un certain nombre de décisions. Voilà peut-être un élément et un critère qui pourrait être pris en compte. Sénézar, vous avez mentionné avec, je dirais, beaucoup de satisfaction le cas de la région des provinces du Sud, en disant voilà un exemple où il y a eu une concertation. Quelles sont les leçons que vous avez tirées de cette mise en œuvre pour dire oui, la région, ça fonctionne quand il y a concertation, quand il y a choix, quand il y a décision et opérationnalisation, et que l'on pourrait peut-être échanger avec l'ensemble des acteurs ici présents, notamment pour interpeller les secteurs privés sur la manière avec laquelle il va pouvoir interagir là-dessus. D'accord. Moi, en fait, par rapport à tout ce qui a été dit, moi, je considère que sur la base de l'expérience qu'on a eue sur le nouveau modèle de développement des provinces du Sud, où la CGM d'ailleurs a été partie prenante, et aussi avec les différents organismes syndicaux, etc. Donc il y a eu un vrai travail de concertation et qui nous a permis d'avancer, mais surtout
Trois choses. Premièrement, un diagnostic réel, comme j'ai dit, avec l'identification des potentialités des régions et avec une priorisation. Deuxièmement, un choix des moteurs de croissance pour pouvoir, je dirais, donc, accélérer le développement et passer de la logique de la croissance à une logique de développement avec une croissance plus inclusive. Et le troisième point, c'est dont j'ai parlé, c'est celui de la durabilité. Mais si vous permettez, par rapport à ce débat, moi je voudrais revenir sur des choses simples et qui ont fait l'objet d'un certain nombre de nos rapports sur la régionalisation, sur l'industrie, etc. Premier point, aujourd'hui, si on veut véritablement que la régionalisation avancée fonctionne, et c'est tout un gros, et je tiens à féliciter tout le gros travail qui a été fait dans ce sens, c'est d'abord qu'on respecte la loi et l'esprit de la loi. Donc c'est des règles. Aujourd'hui, qu'on le dise clairement, quand on voit en fait la loi sur la régionalisation et les prérogatives qui sont accordées déjà aux régions, ben les régions aujourd'hui, elles ont des prérogatives propres en termes de développement économique, sur la formation professionnelle, sur l'intégration de la femme, etc., etc. Donc il y a des prérogatives propres qui aujourd'hui sont toujours gérées par l'État. La formation professionnelle, la création de centres régionaux de formation professionnelle, la mise en place de la formation continue, ça rentre dans les prérogatives propres des régions. Et c'est dans la loi. Donc on n'invente rien. Donc aujourd'hui, il est clair, et je crois que c'est tout le gros travail qui est en train d'être fait au niveau du ministère de l'Intérieur, c'est d'arriver dans le cadre de cette nouvelle vision. Et c'est vrai c'est pas évident, on est dans une logique d'une réforme de l'État. Et donc on est en train de revoir les différentes structures pour qu'on puisse identifier quels sont les rôles de chacun et comment assurer une meilleure articulation. Et c'est la raison pour laquelle nous, au niveau du Conseil, on avait spécifié qu'il était important que la déconcentration vienne avant la régionalisation, puisqu'elle aurait permis de mettre en place les bases de cette articulation future. Bon, il se trouve qu'on fait les choses dans l'autre sens, mais l'essentiel, c'est de le faire. Et donc, par conséquent, donc quand on pense la déconcentration, et la charte va sortir à la fin de ce mois, il est important qu'on revienne et qu'on intègre le rôle des régions dans le futur, pour que cette déconcentration puisse véritablement s'inscrire et accompagner la région dans son rôle. De la même manière, en fait, et c'était dit, et c'est aussi un point très important, on parle de la concertation. Je disais qu'il y a eu un travail qui a été fait, mais là encore, ce n'est pas institutionnalisé. Aujourd'hui, on a des commissions, il y a la commission économique, il y a la commission des femmes, il y a la commission de la jeunesse, mais chaque président de région lui donne l'importance qu'il voit et qu'il peut. Donc on est dans des logiques d'information, on est dans une logique de concertation, et on a vu un glissement qui est à mon sens négatif entre la Constitution qui avait prévu que ces instances de concertation jouent un rôle dans la conception et dans le suivi de la mise en œuvre, vers la loi qui a limité ça à la conception. Et aujourd'hui, donc, on va vers plus qu'uniquement de l'information, pour ne pas dire la concertation entre guillemets. Donc aujourd'hui, les opérateurs économiques doivent être partie prenante dans la conception, dans la mise en œuvre et dans l'évaluation de ce qui a été fait, si on veut véritablement faire en sorte à ce que ce développement régional puisse véritablement prendre le dessus. Troisième point, et j'en finis sur cette question, aujourd'hui, on l'a vu dans notre dernier rapport sur les inégalités, le problème majeur qu'a notre pays, M. Ali Ibn Khlouf parlait de croissance inclusive. Si on prend sa définition qui consiste à dire est-ce que c'est une croissance pro-pauvre, dans le cadre du Maroc, c'est une croissance pro-pauvre. Donc c'est une croissance inclusive, puisque les pauvres ont profité en une croissance de leur PIB de leur revenu par habitant de 3,9%, au moment où les riches ont eu une croissance de 3,3%. Donc on peut considérer que c'est une croissance pro-pauvre et donc inclusive. Mais malgré tout, et c'est le rapport, c'est l'étude qui a été faite, on a constaté qu'en fait, la problématique vient du fait qu'on a des inégalités territoriales très importantes entre le monde rural et entre le monde urbain d'une part, mais aussi entre les régions et à l'intérieur des régions. Et en plus, ces inégalités sont beaucoup plus importantes au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de l'accès au logement. L'indice de Gini au niveau de la santé, de l'éducation est de 0,60. Au moment où l'indice de Gini qui mesure les inégalités n'est que de 0,39 au niveau des revenus.
Donc pour vous montrer en fait la gravité de la situation. Et là encore, les régions et la régionalisation avancée est le moyen d'assurer plus de cohérence des politiques publiques, d'assurer une meilleure implication et un plus grand impact donc sur les populations et de permettre véritablement d'avoir les bases d'une croissance durable et soutenable. Et pour conclure, un mot pour dire aujourd'hui, il faut aussi qu'on réfléchisse, et je crois que c'est un travail qui est en cours, sur les corridors industriels pour pouvoir véritablement nous inscrire dans une logique de convergence territoriale. Il faut aussi que les régions s'entraident entre elles. Il y a des régions qui ont des ressources naturelles, d'autres qui ont la capacité donc de transformer ces ressources, et il faut qu'on puisse le faire. Et on l'a vu dans la région de l'Oriental, je crois que notre ami connaît la situation mieux que moi, et nous avons eu une rencontre donc, au niveau de la région pour voir la situation. C'est un drame qui est en train d'être vécu au niveau de la région de l'Oriental, en raison du fait que c'est une région frontalière qui souffre de beaucoup de difficultés. Et malheureusement, il faut le dire, la zone industrielle et le gros travail qui a été fait au niveau de l'Oriental, puisqu'on a voulu lui donner une vocation qui est une vocation d'énergie propre et d'énergie renouvelable, n'a pas pris. Et donc aujourd'hui, la question est aussi de remettre en place en fait de redéfinir les priorités et les spécificités de chaque région pour pouvoir véritablement mieux cibler, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, et les moyens que nous avons, on a intérêt à ce qu'ils soient beaucoup plus rentables qu'ils ne le sont aujourd'hui en termes de création d'emplois, en termes de réduction des inégalités et en termes de création de valeur. Merci Sénéza. Je pense que vos propos vont beaucoup intéresser les opérateurs ici présents, puisque vous leur demandez de s'impliquer dans la conception, l'élaboration, la validation et la mise en œuvre des projets qui vont émaner de ces processus de décision ou d'orientation. La réflexion sur les corridors industriels ne peut pas se faire s'il n'y a pas une prise en compte des capacités industrielles et du potentiel, de convergence, bien entendu. Mais il y a un sujet peut-être qu'ils pourront saisir au vol très rapidement, c'est celui de la formation professionnelle. Vous avez dit que cela relève des compétences régionales. Je pense qu'il va falloir probablement un séminaire comme celui-ci pour ne parler que de cela, parce que déjà qu'il n'y a pas d'éclaircie dans le domaine de la lecture de la profession, de la formation professionnelle. Est-elle continue? Elle relève-t-elle de l'emploi? Relève-t-elle du ministère? Qui gère les fonds? Comment débloquer les fonds de la formation professionnelle? Une grande question à un moment où, même dans le discours de Sa Majesté, il est mentionné qu'il faut passer à une autre génération de centres de formation. Alors, probablement qu'il y a du potentiel à engager, et là, les équipes, en tout cas au niveau de la CEGEM, les acteurs, que ce soit les fédérations ou les commissions ou les unions régionales, qui planchent dessus, je pense qu'il y a un échange qui est important à élaborer avec les acteurs, que ce soit sur le plan territorial ou sur le plan national. Et je m'adresse maintenant à Césarnoun en disant, Césarnoun, vous allez prendre un certain nombre de décisions d'investissement dans le futur. Je sais que la CDG est passée pendant les deux périodes ou décennies précédentes, d'un acteur qui a investi dans les infrastructures vers un acteur qui investit dans les projets sectoriaux, qui ont accompagné les projets ou les programmes gouvernementaux. Quel est le futur de l'engagement de la CDG vis-à-vis de l'acte d'investir, de l'acte d'émulation sur le plan économique, que ce soit au niveau national, mais aussi au niveau territorial? Tout à l'heure, j'ai rappelé nos choix stratégiques qui sont en ligne avec les grands enjeux économiques du Maroc, à savoir la régionalisation avancée, la nécessité de mettre en place un nouveau modèle économique qui permet de passer d'une logique de capital à une logique beaucoup plus de travail et de productivité. Et dans ce cadre, nous allons inaugurer un nouveau mode d'intervention. Désormais, nous intervenons dans différents domaines d'activité, d'abord en tant qu'investisseur, ou cofinanceur ou cofinanceur, et en tant qu'expert. Peut-être je vais essayer de clarifier un petit peu ces modes d'intervention tout à l'heure, mais ce qu'il y a lieu de souligner, c'est que notre intervention est guidée par un principe directeur qui est l'additionnalité. Désormais, toutes nos interventions doivent être additionnelles
et structurante. Additionnelle, ça veut dire qu'elles doivent apporter une valeur ajoutée au-delà de ce que pourrait apporter le secteur privé et les opérateurs économiques. Et structurelle, il faut que notre intervention ait un impact visible sur le domaine, le domaine d'activité ou d'intervention. Un impact sur le plan social, notamment en termes de création d'emplois, mais également un impact sur le plan développement de la région. Alors, par rapport Juste une seconde pour saluer l'arrivée de nos deux ministres, Sibn Chaboun, ministre de l'économie et des finances, et Moulay Hafid Al-Alami, ministre du commerce, de l'industrie, de l'investissement et de l'économie numérique. Je vous remercie. Et ils arrivent toujours au moment où Césarone intervient. Y a-t-il une interaction à imaginer? On va laisser prendre la photo et continuer. Merci de prendre des photos rapidement et nous permettre de continuer. Merci. Césarone, à vous la parole. Merci. Donc, je disais, pour ce qui concerne le mode d'intervention en tant qu'expert, nous voulons apporter l'expérience et l'expertise accumulées durant plusieurs années à l'État et aux collectivités territoriales, notamment aux régions. Nous investissons également nous intervenons en tant qu'investisseurs, c'est pour accompagner les métiers, notamment ceux orientés vers l'export. Notre objectif, c'est d'accompagner les opérateurs économiques pour leur permettre de développer, d'améliorer leur compétitivité et favoriser l'exportation. On intervient également pour accompagner le pays dans la réalisation des objectifs projetés, notamment en termes d'objectifs dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Alors, par rapport aux régions, que peut apporter la CDG aux régions? D'abord, comme ça a été dit, les régions se voient conférer un rôle important dans l'élaboration, l'exécution, le pilotage des projets structurants qui vont réaliser une transformation économique réelle de la région. Cependant, les régions doivent également disposer des capacités nécessaires pour pouvoir parvenir à cet objectif. Alors, dans ce cadre, la CDG peut accompagner les régions d'abord à travers un apport d'expertise, notamment dans tout ce qui est maîtrise d'ouvrage déléguée. Comme vous le savez, la CDG, à travers ses filiales, dispose d'une expérience et d'une expertise très importante en termes d'aménagement des zones d'activité, notamment les zones industrielles, les parcs offshoring, les agropoles, les zones franches. Nous pouvons également accompagner les régions pour tout ce qui est réalisation des études et d'ingénierie à travers notre bureau d'études, NOVEC, comme vous le savez, qui est un bureau d'études de premier plan. Et nous pouvons également les accompagner à travers notre filiale CDG Capital, notre banque d'affaires CDG Capital, pour tout ce qui est études d'ingénierie financière, réalisation des business plans, mais également mobilisation des financements pour les projets. Sans oublier les PME, notamment les TPE,
que nous pourrons accompagner à travers notre véhicule, notre filiale FINIA, pour fournir, pour mettre à disposition de ces PME, ces PMI, les financements nécessaires pour renforcer leur assise financière et pour les pousser vers la performance, vers l'amélioration de leur business. Donc ça, c'est ce qu'on propose aux régions et nous avons déjà engagé un partenariat exemplaire avec la région de Marrakech-Safi, puisqu'on a signé une convention entre la CDG et la région qui prévoit justement l'accompagnement de la région en mettant à sa disposition une offre globale intégrée qui couvre tout le processus, notamment de réalisation de projets, d'exécution, de développement, de commercialisation, voire même de gestion des projets. Merci, Sezroun. Ce que je retiens, c'est le troisième pan de votre stratégie, c'est d'investir dans les secteurs productifs. Ça veut dire une interaction très forte avec les opérateurs. Ce que je retiens aussi de lecture et d'échange, c'est que dorénavant, vous allez pouvoir investir, même en tant qu'actionnaire minoritaire, dans des entreprises. Chose qui est un véritable changement probablement dans la politique de la CDG. Un investisseur minoritaire, ça veut dire que vous êtes capable demain de financer des projets pour lesquels vous avez tous les ingrédients d'une bonne continuité, d'une bonne gouvernance et d'une bonne gestion, qu'ils soient privés ou publics. N'est-ce pas? Et très rapidement. Tout à fait. Juste pour situer un peu l'assistance, c'est que jusqu'à présent, on était dans un mode d'intervention opérateur. Ça veut dire qu'on était présent sur les différents stades opératoires d'un projet. En commençant par l'acquisition du foncier et l'assainissement, l'expropriation des occupants, jusqu'à la commercialisation de ce projet, en passant par tout ce qui est études techniques, financières, aménagement, développement, commercialisation. Dorénavant, ce genre d'intervention il est nécessaire parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il fallait accompagner les grands projets structurants pour le pays et mettre à disposition des opérateurs économiques, des investisseurs, des espaces d'accueil et des espaces d'accès. Maintenant, pour gagner en capacité d'intervention et pour justement pouvoir accompagner davantage le tissu productif national, nous estimons que une intervention en tant qu'investisseur, en tant que cofinanceur à côté peut-être des autres instances financières pour accompagner un certain nombre d'opérateurs est une opportunité, d'autant plus qu'aujourd'hui, comme tout le monde le sait, les métiers d'export, c'est les métiers d'avenir et c'est les métiers qui créent plus de valeur ajoutée, plus d'emplois. Donc, ce n'est pas uniquement nous sommes disposés, mais on est en train de le faire puisqu'on est dans le tour de table d'un grand projet de dessalement de l'eau au niveau d'Agadir. Nous venons de prendre des participations dans 2 sociétés la semaine dernière qui sont dans le domaine agroalimentaire, qui est un nouveau domaine dans lequel on n'est pas présent jusqu'à aujourd'hui. Et puis, nous sommes tout à fait à disposer. Ça, c'est un message que j'adresse aux opérateurs, aux fédérations, aux investisseurs privés. Moi, je vous dis que nous sommes tout à fait disposés à engager un dialogue, une discussion responsable pour examiner tous les projets qui sont dans le pipe. Il faut préciser une chose, on ne peut pas intervenir que sur des projets de qualité et des projets qui assurent un certain équilibre entre le risque et la rentabilité. Donc nous sommes disposés à examiner avec vous, à identifier les projets de qualité, à réfléchir sur les mécanismes de financement, à prendre des participations avec vous, soit en direct, soit à travers des fonds dans lesquels on peut être dans le tour de table. Et donc, je pense que c'est une démarche que nous proposons, mais qui est nécessaire pour accompagner le développement économique de notre pays. Merci Sezroun. Je pense qu'on peut l'applaudir. Voilà une ouverture qui est là pour les financements, qu'ils soient de gros projets ou de projets de développement dans des domaines nouveaux, dans les nouvelles technologies. Je sais que vous êtes aussi très, très actifs là-dessus. Mais les mêmes échanges ont permis de voir que le secteur privé devra jouer d'un rôle de plus en plus accru
et qu'il faudra juste qu'il monte ses projets et qu'il aille un peu plus loin dans le débat et la discussion. Alors, pour pouvoir en arriver là, il faut aussi passer par la case administration, la case qui, vous l'avez mentionné, c'est Khalid tout à l'heure, qui est celle des réformes administratives, de la modernisation de l'appareil, de la dématérialisation, des nouveaux séries, enfin de nouvelles chartes ou projets liés aux séries. Brièvement, nous devons laisser la place à la seconde séquence de cette matinée, brièvement, qu'est-ce qui est fait et quels sont les éléments qui vont très très vite être mis en œuvre pour donner envie, pour redonner confiance à l'acte d'investir. Avant de répondre à ta question, comme tout à l'heure, je souhaite quand même revenir sur une success story marocaine importante et que je souhaite rappeler ici, qui est celle de la Commission nationale de l'environnement des affaires. Et je salue ici, je rends hommage à mon ami Sinezat Baraka, puisque c'était à son initiative qu'elle a été créée il y a quelques années, rattachée au service du chef du gouvernement. Nous sommes aujourd'hui dans une, et ça on l'a entendu hier, dans une compétition mondiale féroce, et qui est en train même de se transformer en guerre. Quand on a entendu hier M. Villepin, moi personnellement j'ai pris peur de ce qui nous attend les années à venir. Le choc des titans est vraiment là, on le sent, on le voit tous les jours. Et dans cette grande compétition, pour attirer les investisseurs, il faut se faire distinguer, il faut être différent, il faut être meilleur ailleurs. Et la meilleure grille de lecture pour les investisseurs internationaux, c'est les indicateurs. Il y a un certain nombre d'indicateurs. Il y a des pays que nous ne connaissions pas jusqu'à hier, hein, la Géorgie, le Rwanda, mais aujourd'hui tout le monde en parle. Et donc, et pourquoi? Parce qu'ils ont fait un grand effort sur les indicateurs internationaux, dont celui du doing business, et que le choix justement judicieux qui avait été fait au Maroc, par la mise en place de cette commission nationale, a permis au Maroc de progresser de manière très, très concrète. Nous ne sommes pas encore parmi les premiers, mais nous avançons. La commission nationale continue à travailler. 3 commissions régionales avaient été créées, dont celle de Casablanca, et je vais en parler rapidement, pour montrer qu'il y a des choses qui peuvent être faites de manière très rapide et qui peuvent faire gagner des places au Maroc. La commission régionale, au niveau sur préconisation de cette commission nationale, donc comme je l'ai dit, il y a des commissions régionales qui avaient été créées. Celle de Casablanca a rassemblé à la fois, bien sûr, les autorités, l'administration, les élus, mais aussi les représentants du monde des affaires, donc les chambres de commerce, mais aussi la CGEM, les représentants des 5 associations des plus grandes zones industrielles. Et c'était un forum à la fois pour examiner les décisions de la Commission nationale, pour voir leur mise en œuvre, mais aussi de faire des propositions sur des choses qui étaient faisables au niveau local. Et parmi la quinzaine de projets sur lesquels nous avions travaillé, c'était celui des autorisations d'urbanisme. Donc on avait focalisé sur ça. Un travail a été fait de digitalisation, de numérisation, et qui a permis, parce que l'indice Doing Business est un indice composite. Parmi les sous-indices, il y a celui de l'autorisation d'urbanisme. Nous avons gagné une 50aine de places en 1 an et demi. Nous sommes passés de 80e, 90e à être parmi les 20 meilleures nations du monde sur cet indicateur-là. Pour rester sur cet indicateur, permet juste de dire qu'il y a probablement une accélération, une dématérialisation. Il n'empêche que les promoteurs souffrent toujours d'un délai de livraison de l'autorisation qui fait croire qu'il faut digitaliser aussi les décideurs. Je vous laisse. L'outil est là. L'outil est là. Aujourd'hui, la procédure est digitalisée de bout en bout, puisqu'il n'y a plus aucun papier qui est déposé. Les architectes travaillent de leur bureau, envoient tous leurs dossiers via les réseaux électroniques. Le président à Casablanca signe électroniquement les autorisations. Aujourd'hui, s'il y a des retards, et je le reconnais, il y en a, mais au moins c'est transparent. Et on voit les goulots maintenant, de manière claire, nette, où est-ce qu'il y a les goulots. Et je pense aujourd'hui, il y a des transformations réglementaires à faire pour dépasser ces goulots. Il y a trop d'intervenants. Et je le dis aussi, et je m'excuse, l'acte de signer une autorisation urbanistique n'est pas un acte politique, c'est un acte administratif. Or aujourd'hui, la loi marocaine fait que seul peut signer ce genre d'autorisation le président de la commune ou un de ses vice-présidents. Et donc il faut démystifier cela
rendre cet acte un acte administratif normal qui peut être signé par un fonctionnaire du moment qu'il y a ce système transparent, digitalisé. Et donc, je passe aux autres choses. Donc, il faut aussi qu'on suive d'autres indicateurs. Et en écoutant hier le Premier ministre géorgien, j'étais content des choix qui ont été faits récemment par le Maroc, notamment, premièrement, le principe de One Administration. L'administration est une. Aujourd'hui, il y a un projet de loi en cours d'élaboration d'interdire aux administrations de demander à tout citoyen ou à toute entreprise d'aller récupérer un autre document administratif chez une autre administration et faire le facteur entre administrations. Et donc pousser les administrations à mettre en place un système d'interopérabilité. Et est-ce que vous avez une idée sur le délai que ça va prendre, ou c'est 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans? Aujourd'hui, les outils technologiques existent. Il faut que la loi soit prise et il faut qu'on se mette au travail. Il n'y a aucune difficulté opérationnelle. Il y aura peut-être des textes à changer, quelques textes, pour accompagner cette loi, mais c'est des choses qu'on peut faire en 1 an et demi maximum. Autre projet de loi en cours aujourd'hui et qui a été aussi préconisé par Sa Majesté le roi Lensro, c'est celui du principe du silence vaut consentement. Et qu'un délai sera fixé au-delà duquel, si une administration ne répond pas, la réponse peut être considérée comme affirmative. Mais il faut mettre en place aussi le système qu'il faut. Et donc pour accompagner tout ça, le seul moyen possible, c'est l'utilisation des nouveaux moyens de télécommunication, du numérique à outrance. Je pense que les choses sont claires. C'est Khalid, et ce qui a été dit, je dirais, va droit aux oreilles, aux esprits, au cœur des opérateurs. Encore plus, le souverain a cité ce dont vous avez parlé, notamment ce regroupement d'informations et à ne pas redonder de manière à pouvoir livrer les informations là où il le faut, le délai nécessaire pour l'administration pour donner une réponse, sinon elle est active. Et donc l'interrogation, c'est la mise en œuvre, et je pense que c'est de ça qui sera question. Vous qui êtes, et très rapidement, qui êtes en charge aussi d'une partie de ce volet, est-ce qu'on peut signaler ou donner envie, puis nous avons des décideurs qui sont chefs de gouvernement et des ministres concernés, est-ce qu'on peut régler toutes ces problématiques en 3 mois pour les premiers urgents, en 6 mois pour les autres, en 9 mois pour les autres, au lieu d'attendre des années et de constater qu'on est toujours au même point de départ? Les solutions, et on en a vu au niveau international, rien qu'hier, c'est d'abord les systèmes de one-stop shop, les guichets uniques. Il faut développer ça. Il faut que le citoyen ou l'entreprise n'ait qu'un seul front office pour toutes leurs démarches administratives. Il faut deuxièmement aussi séparer le front office du back office. Il ne faut pas que ce soit l'administration qui traite, qui étudie, qui soit elle qui délivre. Parce que les fonctionnaires, et on l'a entendu aussi hier, ne sont pas faits pour faire de la relation commerciale. Ils n'ont pas été éduqués pour ça, ils n'ont pas été formés pour ça. Ils ont été formés pour traiter des dossiers. Et donc c'est une nouvelle manière de faire, avec une nouvelle manière de s'organiser. Et il faut aussi, dans l'analyse des process, l'analyse de la valeur des process, quand on regarde toutes les autorisations que nous avons au Maroc, tous les différents intervenants dans les autorisations, il faut qu'on ait le courage à un moment donné de supprimer certaines autorisations, ou à la limite, dans certaines autorisations, si on les maintient, supprimer certains intervenants. C'est le seul moyen de réduire les délais, les coûts, et améliorer l'efficacité de notre administration. Vous dites, il y a juste titre, il faut que l'on ait le courage. Qui doit prendre la décision? Là, je regarde monsieur le chef de gouvernement, et probablement qu'on l'évoquera tout à l'heure, ce courage doit être probablement tiré par une entité qui assurera la cohérence et la coordination de l'ensemble. Alors, on doit conclure, et je vous remercie en tout cas d'avoir contribué. Certains sont venus me dire hier, on souhaiterait, si Zernoun demande la parole, c'est vrai, il a été, au même moment où monsieur le chef de gouvernement est arrivé, c'est Zernoun qui s'exprimait, et quand nos 2 ministres sont arrivés, c'est Zernoun s'exprimait. Donc vous avez un droit de parole, ou peut-être un dernier mot pour les uns et les autres, comme ça on donnera la parole à tous. Là, juste, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle, donc il faut également qu'on parle des initiatives envers les jeunes. Et là, je vais, dans le cadre de notre intervention,
additionnelle pour formaliser cette additionnalité dans les faits, nous avons lancé 2 initiatives envers les jeunes. Une, elle concerne les jeunes diplômés en informatique et qui souffrent de problèmes d'employabilité. Et d'un autre côté, dans nos parcs offshoring, il y a beaucoup d'opérateurs qui sont dans l'informatique, dans le système d'information, et qui expriment des besoins importants en termes d'emploi. Donc, l'initiative qui a été prise par la CDG, c'est de réunir tous les acteurs, un certain nombre d'acteurs autour de cette initiative, et notamment le ministère de l'Industrie et du Commerce. Et je salue ici mon ami, monsieur le ministre Moulay Hafid Alami, pour son soutien habituel à ce genre d'initiative. Mais également, nous avons réuni avec nous l'APB, l'ANAPEC et les opérateurs qui sont donc dans nos parcs offshoring. L'idée, c'est de mettre en place un programme de formation et de perfectionnement de ces jeunes diplômés pour leur donner un complément d'enseignement, de connaissances pour s'adapter aux exigences du poste de travail. Et là, on a le processus, il est lancé parce que nous sommes en train de sélectionner les prestataires, les enseignants, et cette première opération pilote va concerner une 50aine de jeunes diplômés, et pour nous, ça va être une démonstration pour produire un modèle, une référence qui peut être généralisée par les acteurs concernés si cette expérience s'avère intéressante. Deuxième initiative, c'est envers les jeunes porteurs de projets, les start-up. Là aussi, sur la base d'un diagnostic que nous avons réalisé, c'est avéré que le problème n'est pas dans le financement de la start-up ou de l'entreprise, mais beaucoup plus dans l'accompagnement d'une façon générale de cette start-up depuis la genèse du projet jusqu'à sa concrétisation. Et dans ce cadre-là, nous avons lancé un concours pour choisir des structures d'accompagnement de ces start-up, et nous avons même exigé à ce qu'ils s'alignent avec les partenaires étrangers pour capitaliser sur l'expérience. Le rôle de ces structures, c'est d'accompagner ces jeunes start-up, notamment les start-up qui sont déjà en amorçage ou en pré-amorçage. Et la CDG, bien sûr, va financer cette opération. Le démarrage effectif sera à partir du 1er janvier 2019 et ça va concerner une dizaine de start-up. Merci. Merci Césarnoun. Je pense qu'il y aura probablement une continuité par rapport à cette discussion et qu'il y aura une discussion également avec les instances de la CGM au sujet de toutes ces opportunités de financement et de préparation de plateformes d'incubation, que ce soit avec les grandes entreprises ou les PME et les start-up qui constituent une priorité, notamment avec le Zoom qui est envisagé vis-à-vis des jeunes. Alors, hier, on me disait, ce serait bien que nous ayons des universités d'été, mais un été, ça vient une fois par an. Donc, on a commencé hier à envisager un traitement trimestriel. Donc, chaque saison ayant son université, et dans une université différente. Ensuite, on est venu me dire, non, il y a des thématiques sectorielles, etc. On a commencé à envisager des mensualités. Donc, et finalement, je me suis dit peut-être que les mensualités, c'est intéressant parce que ça nous permettrait d'aller vers les 12 régions. Ce serait pas mal aussi. Donc, toutes ces possibilités, on les a envisagées, mais ça coûte. Ça coûte. Et je sais que je remercie donc Césarnoun parce qu'il est aussi sponsor de cet événement, qui n'a pas hésité à contribuer. C'est un appel du pied à tous les autres pour pouvoir demain contribuer, y compris au niveau central, au développement de ce genre d'activité. Je vous remercie infiniment.